Ils ont des classes. Oui. Avec moi, j'écris une carte. Je suis très heureux que vous soyez là, que nous soyons tous ensemble. Il y a une excellence qui règne dans cette salle et nous allons pouvoir l'exprimer à travers le musée de la piscine de Bruno Godichon, de son équipe qui est présente, qui nous fait le plaisir d'être là. Et aussi toutes ces personnes du Nord qui sont particulièrement présentes, qui sont de plus en plus fidèles. Nos familles que nous connaissons tous. Voilà, je vais être très rapide et laisser la parole à Bruno Godichon qui va s'approcher du pupitre. Président ici du Salon d'automne et vice-président qui nous font cet honneur. Et voilà, je suis désolé de vous avoir parlé de moi, mais bonne soirée. Bonsoir à tous. Je voudrais évidemment remercier M. Prouveau de m'avoir invité à venir vous parler de la seule chose dont je sache un peu parler, qui est donc l'histoire de cette transformation d'un bâtiment emblématique de l'histoire sociale du Nord, qui était la piscine de Roubaix, qui est un monument pour la vie des Roubaisiens, en musée depuis 15 ans, puisque nous fêterons le 15e anniversaire de l'ouverture du musée le 15 octobre, donc on est juste après. Et puis ce sera également pour moi l'occasion de vous présenter le projet, l'avenir de ce musée qui rentre ce mois-ci dans une grande période de travaux d'agrandissement, qui est le signe d'une bonne santé pour un musée que d'avoir besoin de s'agrandir. Voilà. Donc, et puis alors je voudrais aussi dire que je suis accompagné effectivement avec une délégation de Roubaix ce soir, parce que il y a Axel Lotin qui est la présidente du Cercle des mécènes. Et Dounia Merabé qui est la responsable des partenariats et du mécénat au musée, qui en plus ce soir va passer les diapositives. Voilà. Donc, alors, je commence par une image qui est l'image d'aujourd'hui, c'est-à-dire ce qu'est le bassin de cette piscine, l'endroit emblématique du musée, qui est très différent, vous verrez des photos tout à l'heure de la piscine que j'ai connue en arrivant à Roubaix, qui était un bâtiment à l'abandon, mais qui aujourd'hui est devenu un endroit un peu incontournable dans la région. Quand le projet a commencé au début des années 90, on imaginait presque avec un peu d'inquiétude une fréquentation qui était celle du musée d'art moderne de Villeneuve d'Ascq, à l'époque une année moyenne de 60 000 visiteurs par an. Aujourd'hui, la piscine est régulièrement entre 220 et 250 000 visiteurs chaque année, ce qui en fait un des musées en France les plus visités, ce qui est très paradoxal dans une ville qui n'a évidemment pas la sociologie parmi ses habitants du public traditionnel des musées, et c'est aussi un développement très important. Donc quand le musée a été... le projet s'est engagé, on avait imaginé avec le maire de l'époque, André Diligent, de construire un musée solidaire, et cette question en fait du service public du musée pour la population roubaisienne reste aujourd'hui un élément très important. Voilà. Donc on va dépasser les diapositives parce que d'habitude j'ai moi-même la flèche. Donc pour qui ne connaît pas Roubaix ou pour ceux qui connaissent également, c'est pas mal de rappeler que
ce bâtiment de la piscine se trouve en centre-ville, si tant est qu'on puisse dire que Roubaix est un centre-ville, une ville un peu particulière qui s'est construite au XIXe siècle sur des hameaux. Pour faire les choses un peu simplement, les gros propriétaires terriens de ces grandes fermes du Nord, finalement, ont commencé à avoir des activités saisonnières de textile au moment où l'activité purement agricole était moins prenante. Et c'est à partir de ces hameaux constitués autour de ces grosses fermes, dont le nom est resté dans le cadastre de la ville, c'est souvent le nom des quartiers de Roubaix encore aujourd'hui, sont ces hameaux qui à chaque fois ont fait presque une sorte de ville autour de quelques usines fortes, qui étaient les grandes familles, je ne vais pas vous donner les noms, vous les connaissez tous, bien d'entre vous d'ailleurs portent ces noms des dynasties du textile de Roubaix. Donc ce sont ces grandes usines qui ont créé eux-mêmes ces quartiers, qui est une sorte de micro-ville, et ça a beaucoup impacté le paysage urbain de Roubaix. Quoi qu'il en soit, au XIXe siècle, vous avez un grand axe qui va se créer, qui est la grande avenue Jean-Baptiste Lebas, qui rejoint l'hôtel de ville et la gare. Donc à l'époque où cette avenue est créée, l'hôtel de ville n'est pas celui que nous connaissons aujourd'hui, mais du coup, ce qui était important, c'était de créer une sorte d'avenue pour les marchands de tissus et les grandes familles, c'est-à-dire une vitrine du textile. Quand j'ai commencé à travailler à Roubaix, je me souviens avoir été, pour chercher du mécénat déjà, à New York. J'avais rencontré un linier irlandais qui avait une très très grosse affaire à New York, et il me racontait qu'il était lui venu avec ses parents au tout début des années 20 pour des raisons professionnelles, et il n'avait gardé de Roubaix que se souvenir de cette grande avenue avec tous ces négociants essentiellement en laine qui faisaient la richesse de la ville à l'époque. Donc c'est sur le bord de cette grande avenue que va se créer le premier grand musée de Roubaix dont on parlera tout à l'heure, et puis c'est finalement assez près que Jean Lebas, le maire de Roubaix, à la fin des années 20, va souhaiter également avoir un équipement central dans la ville, qui est cette piscine qui, à l'époque, déjà est considérée comme un bâtiment très important. Donc, très rapidement, le musée de Roubaix est créé en 1835, donc on est plutôt assez tôt dans la création du musée en France, et au départ, ce musée, qui s'appelle Musée industriel de Roubaix, est créé par les industriels de la place, et il est exclusivement consacré au textile. L'idée est d'avoir à la fois de construire un patrimoine, parce que ces entrepreneurs se rendent quand même bien compte qu'ils sont en train de faire une sorte de Far West à la française, avec cette ville qui ne part de rien et qui va se développer sur une mono-industrie qu'est le textile. Donc il y a cette idée-là, et en même temps, l'idée aussi de faire un dépôt de marque pour se protéger de la concurrence, et notamment de la concurrence étrangère. Donc le premier objet de la collection du musée, c'est un album d'échantillons textiles avec la production, sans doute un choix, une sélection dans la production de ces entreprises, ces grandes entreprises de Roubaix. Laissez quand même la diapositive d'avant, parce que c'est un peu vite, mais ce musée, en 1835, c'est amusant de le noter, il est d'emblée installé déjà dans une friche industrielle, un ancien tissage désaffecté sur la place de la mairie. Donc cette capacité qu'a la ville à recycler son architecture industrielle existe déjà à cette époque-là, mais il devient très vite trop petit, et puis surtout les élus de Roubaix vont vouloir avec le temps, surtout sous le Second Empire, donner à ce musée une ampleur plus universelle, et notamment l'ouvrir aux beaux-arts. Donc en 1882, la ville rentre en négociation avec l'État pour la création d'une école d'ingénieurs, qui reste aujourd'hui l'ancêtre, une des principales écoles d'ingénieurs textiles françaises. Et, grand projet 19e, on décide d'installer dans le bâtiment de façade de cette école, donc sur l'avenue Jean Lebas, un musée sur 3 niveaux, avec une partie textile évidemment importante, mais on l'ouvre à la question des objets d'art, et puis on relègue, ce qui est très curieux pour un musée français, on relègue la peinture, l'art pourtant le plus important, au 2e étage. Alors certes pour avoir la lumière zénithale qui est meilleure pour voir la peinture, mais on est bien dans une dynamique différente. Les industriels de Roubaix, depuis le début du 19e siècle, regardent vers l'Angleterre, qui est le concurrent dans le modèle, qui a une longueur d'avance
pendant la révolution industrielle. Et quand on va faire un musée à Roubaix, au XIXe siècle, on regarde plus vers un modèle anglais, tel qu'on le connaît par exemple au V&A à Londres aujourd'hui, c'est-à-dire on ne met pas de barrière, de limite entre les expressions artistiques, le textile ayant autant d'importance que la céramique, que la peinture et la sculpture. Et ça, c'est un phénomène très rare dans les musées français. Il n'en existe guère que 2 ou 3 autres, tous liés à des villes industrielles. C'est Limoges, c'est Saint-Étienne et un peu Mulhouse, donc, notamment donc, des villes liées au textile. Et puis, ce musée national qui ouvre donc en 1889 dans ce bâtiment de l'école d'ingénieurs, va être doublé en 1924 d'un musée monographique créé par un artiste originaire de Roubaix, Jean-Joseph Wertz, avec son nom donc venu directement de Belgique. Enfin, son père avait été un républicain belge qui avait émigré à Roubaix au milieu du 19e, lui-même né à Roubaix en 1847, je crois de mémoire. Et il est remarqué par la ville qui va financer ses études à Paris. Et il rentre dans l'atelier de Cabanel. Il va avoir une carrière officielle très importante. Si vous allez tout près d'ici, à la Sorbonne, l'hôtel de ville de Paris, la grande salle du musée de la Monnaie aussi à Paris, ils sont décorés de peintures de Wertz. Et à la fin de sa vie, pour remercier sa ville natale d'avoir financé ses études, il offre à la ville son fonds d'atelier à charge pour la ville de créer un musée monographique à l'hôtel de ville. De façon un peu plus complexe, c'est que le musée national de Roubaix était très lié au patronat, et on va dire que c'est plutôt, pour schématiser, un musée de droite en 1925. Wertz, c'est vraiment une famille de républicains belges, et la ville a basculé à gauche en 1912 à Roubaix avec l'élection de Jean Lebas, et il veut que son musée soit plutôt dans l'Amérique socialiste. C'est 2 choses un peu complexes. Alors ce musée national va avoir une très belle période, notamment sous le directorat de Victor Champier, qui est un personnage oublié aujourd'hui, qui était une très très grande figure de l'art à cheval sur le 19e et le 20e siècle. Il dirigeait une revue très en vogue à l'époque, qui s'appelait la Revue des Arts Décoratifs. Ça a été un des grands théoriciens de l'art dans l'art, très proche notamment de l'école de Nancy, très très proche d'Émile Gallet par exemple. Et il vient à Roubaix pour mettre en pratique ses idées, donc encore une fois plus anglo-saxonnes. Il s'entend très très bien avec Eugène Motte, le maire de Roubaix de l'époque, et le musée va connaître un développement formidable. Mais à la mort de Champier en 1929, on va tomber dans une période de léthargie. Les industriels de Roubaix sont quand même plus intéressés par la réussite de leurs affaires que par l'importance du musée. Et puis, on voit que le livre d'inventaire ne s'enrichit pas du tout pendant les 10 années qui viennent. En 1939, comme tous les musées nationaux, donc puisqu'on a là le seul musée national qu'ait jamais eu la région Nord-Pas-de-Calais. Ce musée national est fermé, les collections sont mises en caisse, envoyées dans le Val-de-Loire pendant l'occupation. On réinstalle le musée à la Libération, mais on demande aux gardiens de ne pas l'ouvrir aux visiteurs. On trouve ces collections constituées, surtout avant la guerre 14, extrêmement démodées. Et le musée va être fermé avec des gardiens jusqu'au départ en retraite du dernier gardien en 1959. Voilà, l'État raye le musée de la liste des musées nationaux et il va y avoir une période de 20 ans qui va être terrible, où on arrive voilà, à ce qu'est l'état du musée au milieu des années 1980, qui est un musée totalement à l'abandon, où à chaque fête des mères, à chaque Noël, les étudiants vont chercher leurs cadeaux dans les réserves et le musée est littéralement pillé. Et la collection de grandes peintures 19e est découpée sur les conseils des enseignants pour faire des collages pendant les cours de beaux-arts de l'école. Donc, résultat, la ville n'a plus réellement de musée. Le musée Wertz, plus tard, il y a d'autres urgences. Donc, les choses vont un peu traîner. Et puis, le conservateur de l'époque, qui avait été recruté pour ce projet de 83, est nommé à Beaubourg en 1989. Et donc la ville se pose la question. Elle se dit finalement, si on recrute un nouveau conservateur, il faut faire un musée. Parce que si on ne fait pas de musée, autant faire aussi l'économie du poste de conservateur dans les charges de la ville. Et finalement, l'adjointe à la culture de l'époque, Thérèse Constant, va convaincre André Diligent de repartir sur un projet de musée qui va trouver dans une histoire un peu difficile, qui était celle de l'ancienne piscine, enfin de la piscine municipale, un allié un peu inattendu, et créer un mariage là aussi un peu inattendu.
Donc repassez en arrière, je dis que vous allez un peu trop vite. Voilà. En 1912, la ville a donc basculé à gauche avec l'élection de Jean Lebas. Et Jean Lebas, en arrivant à la mairie de Roubaix, a l'idée de ne pas faire de saupoudrage, mais de définir des problèmes sociaux importants à Roubaix et d'y répondre avec des investissements forts. Donc, la première décision, c'est de créer l'école de plein air pour lutter contre la tuberculose. Jusque dans les années 40, Roubaix va être champion, toutes catégories confondues, de mortalité infantile à cause de la tuberculose. Et il crée donc cette école de plein air pour laquelle il va appeler Jacques Grébert, qui était l'architecte de la famille Motte. C'est celui qui a construit toutes les maisons Motte, là et aujourd'hui le parc de l'Édec, par exemple. Il invite Grébert à créer cette école de plein air, mais la guerre arrive, Roubaix est occupé comme tout le Nord pendant la Première Guerre mondiale, et finalement cette école de plein air, elle ne sera réalisée qu'après la guerre. Et dès que cette école est réalisée, Lebas repropose un autre projet, toujours lié à la santé publique, et donc c'est une piscine qui soit à la fois un bâtiment sportif, donc avec un bassin de natation, et un bâtiment sanitaire avec des salles de bain apportant l'hygiène qui manque terriblement dans l'habitat ouvrier, les courets de Roubaix. Et donc, à gauche, vous avez le buste de Jean Lebas, au milieu, le buste de l'architecte qu'il appelle, Albert Barre. Alors, pour les Lillois, il a construit les bains lillois au début des années 1890. Pour les Dunkerquois, si vous en avez quelques-uns, il a construit les bains dunkerquois au tournant du 19e et du 20e siècle. Et donc Lebas fait appel à quelqu'un, un architecte, ce qui n'était pas facile sans doute à trouver à l'île Roubaix-Tourcoing en 1920, qui a déjà construit 2 piscines. Donc évidemment, c'est le technicien. Ensuite, accessoirement, Albert Barre est franc-maçon, il est un personnage très important de la loge de Lille, et c'est l'architecte de la loge maçonnique de la Rutière à Lille. Donc, une relation qui permet à Lebas de rentrer dans des milieux plutôt bourgeois, mais en même temps progressistes, dont il a besoin pour faire vivre la ville. Donc, il commande à Albert Barre il lui demande de faire la plus belle piscine de France. Il faut croire qu'il sera satisfait du résultat, puisqu'à l'inauguration, la photo de droite, c'est l'inauguration, Jean Lebas dit « Je pense même que c'est la plus belle d'Europe ». Donc, c'est pas toujours évident que les maires soient contents du résultat du travail qu'ils ont commandé. Ça a été le cas à Roubaix. Vous pouvez passer. Et effectivement, le bâtiment est absolument incroyable. Un grand bassin avec une voûte en béton, où tout est prévu pour l'hygiène, des cabines de douche et de déshabillage renettoyées par des cabiniers et des cabinières entre chaque client, l'ouverture obligatoire, c'est une des premières villes en France qui va rendre obligatoire l'épreuve de natation pour le certificat d'études primaires, et puis toute une série de baignoires, des baignoires traditionnelles, mais également des bains de barège pour les maladies de peau, salon de coiffure, salon de manucure, laverie industrielle avec le linge prêté aux baigneurs, vraiment à la fois quelque chose qui tient des termes romains dans l'ampleur, du projet social cher à Lebas, et puis du projet symbolique, puisque l'architecte va construire son bâtiment sur le plan d'une abbaye cistercienne, et comme il n'arrive pas à orienter ce qui remplace l'abbatiale, c'est-à-dire le bassin, il crée ces 2 grandes verrières qui donnent l'impression qu'effectivement la course du soleil traverse dans sa longueur le bâtiment. Donc l'effet sur la population va être immédiat, et c'est ce qui avait beaucoup marqué André Diligent, donc le maire de Roubaix, qui a décidé l'installation de la piscine, c'était l'attachement de la population. C'est-à-dire qu'au départ, quand le choix s'est fait d'utiliser ce site de la piscine pour y mettre le musée, c'était moins parce qu'il sentait la qualité architecturale, c'est-à-dire le côté patrimonial au sens traditionnel du lieu, c'était moins ça que l'attachement que la population avait manifesté pour le site. Donc la piscine a eu une vie assez normale jusqu'en novembre 85, où pour des questions de sécurité, la voûte menaçant de s'effondrer d'un moment à l'autre, elle a été fermée en l'espace d'une matinée. C'est-à-dire qu'André Diligent a reçu l'entreprise chargée de la maintenance à 8h30, et à 10h, il avait dans son bureau l'équipe de la piscine pour la fermer. Donc c'est un vrai traumatisme. C'est un vrai traumatisme dans la ville. Les gens lui écrivent. Diligent m'a toujours dit que ça avait été la décision politique municipale la plus controversée de ses 2 mandats. Et donc,
pour l'installation du musée, au-delà de la qualité de l'espace, dans une ville où le gros travail était de faire venir des populations qui n'auraient jamais eu l'idée spontanément de venir au musée, on avait là une barrière qui était rompue, c'est-à-dire qu'effectivement on était dans un lieu identifié, important, auquel la population était très attachée. Alors, passer à la suivante. Donc là, vous avez des images qui expliquent un peu ce que je vous dis. Alors, pour vous donner évidemment un ordre d'idée, la piscine, tous les enfants des Courées y ont nagé. La population immigrée venue d'endroits successifs, mais notamment d'Afrique du Nord à partir des années 50, tout le monde a fréquenté cette piscine. Puis en même temps, quand Bernard Arnault est venu il y a quelques années, il m'a montré la cabine où il s'installait lui quand il y venait. Je pourrais citer d'autres grands noms comme ça du Nord, mais Bernard... Pardon ? Une personne à la table qui ah bon, est en train de nager. Voilà. Donc, c'est cette piscine vraiment... Qui s'est baigné dans la piscine de Roubaix? Qui s'est baigné pour moi? Et donc, dans une ville qui a quand même été, le terme est pas ça, mais vraiment une ville de fracture sociale, c'est-à-dire c'est une ville avec peu de classe moyenne, plutôt de la très grande bourgeoisie et de la population très ouvrière. Il n'y a qu'un endroit dans la ville qui soit présent dans les souvenirs de tout le monde, c'est la piscine de la rue des Champs. On peut passer. Donc, alors, là, vous avez une photo qui date de 1990, en haut à gauche, qui vous montre un peu le triste état du lieu. C'est la façade actuelle du musée. Beaucoup de dents creuses autour, notamment l'ancienne usine de teinture et d'après à Nard, dont il ne restait plus et dans quel état que la façade sur la rue de l'Espérance. Et puis ce bâtiment très étrange qu'on ne découvre qu'en rentrant à l'intérieur, parce qu'il n'a sur la rue qu'une toute petite façade. Et puis, au moment où les choses vont se décider, la piscine commence à intéresser les artistes. J'ai mis cette photo en bas, un peu en clin d'œil. Alain Fléchère, le directeur de l'école du Frénois, va faire une série de photos de mode pour le dernier numéro d'une revue merveilleuse qui s'appelait le Jardin des modes, que dirigeait Alice Morgan. Et c'est le début de l'entrée des artistes dans ce bâtiment. Alors, en même temps, parce que ça c'est évidemment un élément important pour la question de la solidarité, Diligent, je dois bien dire, même s'il avait dit oui sur le projet, toujours un peu peur, il était de cette génération qui dit finalement le musée on y va une fois dans sa vie, on a tout vu, on ne revient jamais, donc les gens à Roubaix ils viendront une fois mais ils n'y reviendront pas. Donc on a essayé de lui expliquer que c'était plus si vrai, que ça dépendait comment on faisait vivre le musée, et on s'est mis d'accord pour créer à l'hôtel de ville à partir de décembre 90 une sorte de laboratoire, une préfiguration du musée qui fonctionnait à la fois avec les collections permanentes, c'est la photo de gauche, dans l'ancienne bourse de la laine de Roubaix, et puis avec des expositions temporaires dans la grande salle des fêtes de la ville, la salle Pierre de Roubaix, qui nous ont permis d'avoir des partenariats déjà importants. Par exemple, la première rétrospective du sculpteur animalier François Pompon, en partenariat avec le musée d'Orsay en 1994. Des éléments qui ont un peu aussi donné du concret. Et puis, l'ouverture à la mode, important, vous avez en bas une image de l'exposition qu'on avait consacrée à Elisabeth de Senneville, qui a été une des grandes, ce qu'on appelle la génération des créateurs des années 1980. Les travaux devaient durer 18 mois, ils ont duré 3 ans, parce que c'était évidemment plein de surprises. Vous avez une photo spectaculaire à droite, parce qu'il a fallu démolir la voûte et l'enlever complètement avec un balai de grue qui enlevait ces énormes morceaux de béton à l'extérieur, puis la réfection de la verrière, d'une des verrières. L'intégration toujours de cette ouverture à la population avec des journées portes ouvertes qu'on fait trembler les entreprises, mais qu'on a tenu à organiser régulièrement pendant le chantier. Vous avez, en bas à gauche, on avait fait avec les tapis Le Sage qui sont installés à Nieppe, une exposition de tapis d'artistes dans le chantier. Voilà, continuer. Et puis, donc, le 19 novembre 2001, l'inauguration du musée, où à la fois l'équipe a eu l'impression qu'elle était passée à autre chose, parce que évidemment c'est totalement différent de gérer un lieu en gestation et d'arriver dans un lieu à gérer.
mais une grande fierté et un grand bonheur de voir cette foule immense qui était là pour le vernissage et qui d'emblée nous a fait comprendre qu'il y avait eu quelque chose de gagné, puisque le succès donc ne s'est pas démenti. Alors le musée aujourd'hui, c'est à la fois un élément que le visiteur traditionnel peut découvrir sur les collections et les expositions, mais un gros travail avec les enfants. Aujourd'hui, la piscine accueille entre 50 et 55 000 enfants par an dans les ateliers de pratique artistique. Et c'est un chiffre qui va beaucoup évoluer après l'agrandissement, puisque de 3 ateliers, on va passer à 6 ateliers pour les jeunes publics. C'est également un musée dans lequel on a développé des structures d'apport à la visite adaptées à des publics non traditionnels des musées. On a travaillé par exemple avec Christian Astugevieille, qui est un créateur qui travaille pour la mode, qui est notamment le concepteur des parfums pour la marque japonaise Comme des Garçons de Rei Kawakubo. Et avec lui, on a réalisé une visite olfactive des collections et des espaces du musée qui fonctionnent formidablement pour les groupes et notamment avec les adolescents. Il a également fait des meubles tactiles pour les collections textiles. Et puis, tous les bancs dans les salles du musée sont des coffres à jouets avec des jeux créés par les animateurs du musée à partir des œuvres qui sont dans les mêmes salles pour créer un rythme familial de visite, c'est-à-dire que les enfants et les parents puissent visiter les musées à peu près à un rythme cohérent. Bon, quand on a réfléchi aux difficultés de trouver un rythme commun avec les enfants dans la visite du musée, généralement, surtout quand vous êtes conservateur de musée et que les enfants ont vraiment ras-le-bol de passer leurs vacances à visiter des musées, quand vous rentrez, il y a toujours une main pour vous tirer vers la sortie le plus vite possible. Alors il y avait 2 solutions. Soit on faisait comme chez Ikea, c'est-à-dire un endroit où on dépose l'enfant à l'entrée, on fait la visite tranquille et on le récupère et on a la bonne conscience, disant qu'il a fait un peu de crayon de couleur pendant les 2 heures, ou on trouvait des outils comme ceux-là qui étaient des outils de visite partagée entre les générations et qui fonctionnent extrêmement bien. Voilà. Alors les collections du musée, donc c'est des collections, comme le nom l'indique bien, d'art et d'industrie. Donc je pris juste quelques exemples. Bon, évidemment une collection de textiles. J'ai pas pris un tissu du Nord. C'est une soirée lyonnaise de Pompigny après un dessin de Raoul Buffy, évidemment une jolie référence. En bas à gauche, c'est un achat assez récent du musée, notamment grâce à l'aide des amis du musée. C'est un tableau d'Émile Bernard, qui a été un proche de Gauguin à Pont-Aven. C'est l'inventeur du cloisonnisme avec Gauguin, et qui est né à Lille, et qui, au début de sa carrière, a travaillé pour une entreprise textile de Roubaix. Et on était très heureux de pouvoir acheter ce tableau il y a quelques années. Et maintenant, la famille d'Émile Bernard a fait beaucoup de dons au musée. On a un ensemble tout à fait important. En bas, en bas à droite, la question de la céramique est très importante à la piscine. Vous avez un exemple de la très belle collection de céramique de Picasso que nous conservons. Et puis, au milieu, le chef-d'œuvre de la collection, qui est un achat de 1995, la petite châtelaine, la version définitive, la petite châtelaine de Camille Claudel, qui a été la première sculpture acquise par un musée français à l'aide d'une souscription publique. Il y avait eu des souscriptions publiques pour la peinture, il n'y avait jamais eu pour la sculpture, et ça a été un événement formidable dont on a vraiment mesuré l'effet encore l'année dernière, parce qu'on a fait une grande exposition pour le 150e anniversaire de la naissance de Camille Claudel, et le nombre de Roubaisiens qui sont venus nous dire, mais vous savez, elle nous appartient un peu, on a donné à l'époque, c'était extrêmement émouvant. Quand on a lancé cette souscription, on avait pensé, avec André Diligent et René Van Dierendonck, qui était devenu le maire à l'époque, que finalement les entreprises du Nord allaient nous aider, parce que c'était quand même une acquisition spectaculaire, une icône de l'art moderne. En fait, 0 entreprise, que du mécénat individuel, avec des histoires très touchantes. On pourrait passer la soirée sur cette aventure, de gens qui ont organisé des lotos dans leur quartier à Roubaix, des écoles qui ont fait des kermesses dans les écoles pour ramener un peu d'argent. Je me souviens d'un vieux monsieur qui avait gardé toute sa vie un louis d'or et qui est venu l'apporter parce qu'il avait l'impression qu'on redonnait à Roubaix une occasion d'être fier et que c'était un élément dont la population avait extrêmement besoin.
Ensuite, donc, des collections qui sont très liées à la ville elle-même. Vous avez à gauche un achat qu'on a fait avec les amis du musée il y a quelques années, tableau de Geldry qui représente une scène de triage de la laine dans un triage de laine à Roubaix, vraisemblablement le triage Motte rue d'Avelgem. Au milieu, le tableau iconique du musée, le combat de coq en Flandre de Rémi Coge, ça de 1889, qui vient du legs Selos, le grand legs fondateur du musée de Roubaix. Et puis, on a acquis il y a quelques années cette affiche des savons du Congo, qui était cette savonnerie incroyable montée par les frères Vessier à Roubaix. Et on a eu l'occasion d'acheter toutes les archives de cette entreprise ahurissante qui a fait l'objet d'une exposition il y a 2 ans, je crois, au musée. Voilà. Ensuite, le musée, c'est un endroit de vie dans la ville, donc avec ce qui est traditionnel, une salle de conférence, un restaurant qui reprend l'espace et le mobilier de la buvette ici de 1932, puis une boutique également créée un peu à l'esprit de ce qu'on appelait des magasins d'usine, qui était vraiment une spécialité de Roubaix autrefois, avec comme décor les filtres à eau de la piscine, donc un décor industriel préservé. Alors, c'est également un endroit où se croisent les disciplines artistiques. Il y a 3 exemples. En bas, c'est le spectacle d'arrivée de Caroline Carlson, la grande chorégraphe américaine qui a dirigé le Centre chorégraphique national de Roubaix pendant 6 ans, avec laquelle le musée est très lié et à qui on consacrera une exposition l'été prochain à ses dessins. En haut à droite, des partenariats avec des structures locales, avec l'atelier lyrique de Jean-Claude Magloire à Tourcoing, grande figure de la musique baroque, mais également un grand spécialiste de la musique contemporaine. Et il avait fait rejouer, c'est la 2e fois que cette pièce extraordinaire de Maurizio Kagel était jouée, la Mare Nostrum, qui ne peut être jouée que dans une piscine, c'est évidemment un peu difficile pour l'ordinaire, et qui est une paraphrase magnifique sur tout le monde du bassin méditerranéen. Et puis en 2006, pour les 70 ans du Front Populaire, parce que Jean Lebas, le maire de Roubaix, a été ministre du Travail du Front Populaire, c'est l'inventeur des congés payés de la semaine de 40 heures, et c'est donc lui qui avait construit la piscine. Et Julien Clerc était venu faire un concert en reprenant l'opéra qu'il avait créé avec Étienne Rodagil sur 1936. Pour vous donner quelques exemples, mais Agnès Obel est venue à la piscine, Vincent Delerme, voilà, qui sont des concerts un peu inhabituels dans le monde des musées, où la musique classique est certes habituelle, faire rentrer la variété dans un musée, quelque chose de plus inhabituel. Et puis, un lieu d'exposition qui mélange à la fois des expositions d'intérêt, on va dire, régional, notamment la part belle faite aux artistes locaux, mais également parce que la ville le mérite et que notamment c'est sans doute des occasions uniques pour beaucoup de gens à Roubaix d'avoir des contacts avec les grandes figures de la modernité. Vous avez en haut à gauche une extraordinaire exposition Picasso qu'on aurait du mal à remonter aujourd'hui, qu'on avait faite en 2004 pour l'île capitale européenne de la culture. Dans le monde de la mode, une exposition qui a été un succès énorme. Agatha Ruiz de la Prada, la styliste de la Movida espagnole, ça a été une exposition qui a eu un succès énorme. Et puis en bas, la première rétrospective en France, les sculptures d'Edgar Degas, qui a été également une exposition qui a connu un grand succès. Voilà. Donc les projets, donc le musée s'agrandit, on peut dire va s'agrandir, puisque là les travaux commencent réellement, pour pouvoir notamment présenter des collections qui aujourd'hui sont dans les réserves. Alors, parfois des choses petites, parfois des choses immenses. Vous avez ici cet énorme panorama fait par une maison spécialisée dans les panoramas au début du XXe siècle, la maison Bailly et Jambon, qui est une commande de la Chambre de commerce de Roubaix pour l'exposition universelle de Roubaix en 1911, puisqu'il y a eu une exposition universelle à Roubaix en 1911. Et ce tableau avait été roulé après l'exposition universelle à l'hôtel de ville, et il avait servi à colmater les fuites de toiture roulées. Et donc les couvreurs, il y a quelques années, nous disent on a trouvé un truc un peu bizarre. Et donc voilà, cette grande toile qui fait 6 mètres par 13, donc ça veut dire que c'est quand même pas un timbre-poste, va occuper une salle de l'agrandissement qui est consacrée justement à l'histoire de Roubaix. Et puis, dans cette aile neuve, on va beaucoup développer la question de la sculpture, qui est une des spécificités du musée, ne serait-ce que
parce qu'à l'époque où le musée a eu toutes ces déconvenues, on va dire, période de vandalisme, c'était plus difficile de partir avec un grand plâtre qu'avec un petit tableau, et donc la collection de sculptures a été plutôt plus épargnée que les autres. Et donc on a rebondi sur cette collection de sculptures. Vous avez en haut à droite une sculpture de Jed Novat, qui est un sculpteur américain installé à Paris, qui a été offert par un mécène de la piscine. En bas, encore un Camille Claudel, puisqu'aujourd'hui on a 6 œuvres de Camille Claudel dans la collection. Et puis à gauche, qui va être quand même un enrichissement historique, une vue de l'atelier d'Henri Bouchard, qui est un musée installé dans le 16e arrondissement à Paris, et qui a été transféré à la piscine avec ses 1200 œuvres, ce qui effectivement nous oblige vraiment à nous agrandir. Voilà. Et puis, un élément très important également, qui est cette époque de l'après-guerre, où vont se réunir à Roubaix des collectionneurs. Le plus célèbre d'entre eux, c'est Jean Mazurel, qui est à l'origine du musée d'art moderne de Villeneuve-d'Ascq. Il y en a eu d'autres, notamment les Prouveau qui, au Verbois et dans leurs entreprises du peignage amédée notamment, vont faire intervenir ces artistes. Et puis, du coup, vont s'installer à Roubaix, parfois dans des bâtiments industriels prêtés par ces collectionneurs. Et ces artistes vont créer vraiment une ouverture à l'art contemporain pour le Nord après la guerre. Alors les deux grandes figures les plus connues, c'est Eugène Leroy, une grande gouache à gauche, et Eugène Dodaigne, avec cette sculpture L'Homme des Neiges qui vient de l'ancienne collection de Philippe et Marc Leclerc, mais plus humble, mais très bel artiste, les papiers collés de Michel Delporte en haut à droite, et puis la figure un peu iconique à Roubaix, qui est Arthur Vanek, né dans une courée à Roubaix, remarqué par les Mazurel, et devenu un peu le peintre incontournable de tous les intérieurs bourgeois du Nord-Pas-de-Calais, ensuite jusque dans les années 70. Donc il y aura, donc voilà le projet d'agrandissement. Donc j'ai oublié de dire que l'architecte qui avait accompagné, qui avait organisé la transformation de la piscine en musée, et Jean-Paul Philippon, qui est l'un des architectes concepteurs du musée d'Orsay. Et parfois le résultat a été si bien qu'il a gagné assez haut la main le concours de l'agrandissement également, donc c'est lui qui le signe. Vous avez en fait en bas à gauche la partie camaïeute bleue, qui est une aile neuve construite dans le prolongement du bassin, dans lequel vont être notamment installées les collections de sculptures et liées à l'histoire de Roubaix. Vous avez en jaune à droite deux anciennes salles d'entrée de la piscine, plus une aile neuve qui vont être consacrées à l'aventure du groupe de Roubaix. Et puis, dans la partie rose, et je profite de l'occasion pour dire que nous avons un des mécènes qui nous accompagne dans ce projet, la partie plus pédagogique, encore je n'aime pas ce mot-là, mais lié au jeune public, c'est la restauration d'un autre bâtiment du patrimoine roubaisien, qui est le collège Sévigné, qui est un très joli bâtiment scolaire de la fin du 19e siècle, dans lequel donc, on va installer les 3 nouveaux ateliers de pratique artistique, plus une partie de nos réserves visitables de textiles accessibles aujourd'hui aux créateurs et aux industriels qui veulent s'en inspirer. Donc voilà, grâce à la Fondation Total, nous pouvons, Madame Ferrand, je vous en remercie encore, nous pouvons nous engager également dans cette transformation de l'ancien collège Sévigné. Donc c'est 2300 mètres carrés en plus pour le musée. C'est une première étape parce que ça ne suffira pas, même pour l'état actuel des collections. Mais c'est en tout cas le signe d'un musée qui effectivement se porte bien, vit bien. C'est aussi, ça c'est très important, il faut le saluer, le signe d'une bonne entente entre un équipement et la municipalité. Et je sais qu'une des chances de ma carrière, c'est d'avoir à chaque fois rencontré des élus qui étaient passionnés par leur ville, qui ont compris que même dans une ville en grande difficulté. Et donc, je dois dire que je suis très reconnaissant, malgré les changements politiques, que finalement toutes les équipes confondues aient prolongé l'effort du début. Et évidemment, je rends notamment hommage à André Diligent, qui a été un grand visionnaire pour sa ville et qui est à l'origine du projet qui porte son nom, puisque le musée s'appelle le Musée d'art et d'histoire André Diligent, d'art et d'industrie André Diligent. Je pense que c'est fini. Voilà, donc, cette photo fait le contrepoint à celle que vous avez vue au début, c'est-à-dire la façade de cette usine à Nard
dramatiquement abîmé. Et aujourd'hui, le symbole de l'entrée du musée, ce qui est également pour la population de Roubaix un élément important, qu'on rentre dans ce bâtiment et dans cette valorisation de la ville à travers une façade d'usine qui a quand même été le chemin quotidien de bien des Roubaisiens pendant des générations. Voilà. Merci de votre attention. Très bien. Avez-vous des questions? Moi j'en ai une. Avez-vous des objets dans les réserves qui témoignent du passé de Roubaix? Il y a bien sûr cette époque assez extraordinaire du 19e et du 20e siècle, et vous allez être le témoignage encore maintenant bien sûr au 21e siècle avec la piscine, mais il y a eu toute cette époque du Moyen-Âge, 16e, 17e, 18e, qui ont été aussi des époques assez brillantes à Roubaix, et on a assez peu de témoignages dans le fond qui en restent, parce que la ville a été beaucoup détruite, etc. Est-ce qu'il resterait éventuellement, et que pourrait-on faire pour trouver ces objets, pour essayer de remettre un petit peu cette continuité dans l'histoire d'une ville, qui n'a pas débuté qu'au 19e siècle? Alors en fait, ce que vous dites est tout à fait vrai, parce que c'est quand même un bourg, plus qu'une ville, mais un bourg très important, avec en plus un seigneur important, assez riche. Mais il faut dire qu'au 19e siècle, Roubaix, c'est vraiment le Far West. C'est-à-dire que ces industriels qui commencent s'attachent peu au passé, et finalement, peu de choses vont être conservées. Le château va disparaître assez rapidement, hein, puisque pour ceux qui connaissent Roubaix, il était grosso modo à l'endroit où est la médiathèque aujourd'hui, contre l'hôtel de ville. Alors, dans les collections du musée, on a deux corbeaux en bois, enfin deux corbeaux, des supports de poutre qui viennent de l'hôpital Sainte-Élisabeth. C'est quand même très modeste. Sans doute du XVIe siècle, mais qui sont quand même des objets très modestes. Mais c'est grosso modo les deux seuls objets du Roubaix pré-industriel que l'on conserve dans la collection. Il n'y en a pas d'autres qui dorment dans d'autres. Alors il y a évidemment des éléments, mais qui sont encore en place dans les églises. À Saint-Martin, il y a l'extraordinaire retable en bois de la Renaissance. Pardon? Oui, les manuscrits du temps de Pierre de Roubaix, c'est ça dont vous parliez, c'est ça? Oui, les manuscrits du temps de ça, la médiathèque a le merveilleux livre d'heures d'Isabeau de Roubaix. Et on ne peut pas les exposer. Alors, la salle prévue dans le musée pour l'histoire de Roubaix, ce qui est aussi un des phénomènes, j'ai dit qu'on se rendait bien avec les élus, et c'est aussi une ville, ce qui est formidable, où les responsables des structures culturelles s'entendent très bien ensemble. Donc cette salle sur l'histoire de Roubaix, elle devrait vivre avec notamment justement la présentation des fonds patrimoniaux qui sont ceux des archives municipales et ceux de la médiathèque chez nous par roulement. Sachant que le livre d'œuvre des Aveux de Roubaix ne peut pas être présenté en permanence pour des questions de conservation. Mais c'est bien prévu que effectivement ces richesses patrimoniales soient présentées ici de façon régulière. L'idée de cette salle étant en plus à la fois de donner un portrait de la ville, mais l'idée de donner aux visiteurs de la piscine envie d'aller voir plus loin que le musée lui-même, parce qu'on se rend bien compte que le public touristique vient beaucoup à la piscine, mais va peu dans la ville, et c'est un élément évidemment à promouvoir. Les partenariats que vous avez avec d'autres musées, je pense à Orsay, est-ce que pour des prêts relativement permanents ou bien des expositions temporaires, est-ce que vous avez Orsay, notamment sur les artistes qui sont un peu en pointe au musée de Roubaix? Alors Orsay a fait un dépôt très important à l'ouverture du musée. On m'entendait très bien, on joue très bien avec Henri Loiret, il est plus directeur d'Orsay, mais ça nous a permis d'avoir un Bonnard, un Vuillard, vous voyez, des signatures qui ne sont pas dans les moyens de la ville, donc ça a été très important. Et puis mon prédécesseur Didier Schulman avait quitté Roubaix pour prendre la direction des collections du Musée national d'art moderne, donc à Beaubourg, et le Van Dongel, le Marquet, pour donner là encore deux noms, les Dufy, ce sont des dépôts du Musée national d'art moderne qui sont arrivés grâce à lui. Donc ça a été important, et on le voit également dans les expositions temporaires. Si on n'avait pas eu le partenariat qu'on a avec Orsay depuis très longtemps, on n'aurait pas pu faire cette exposition sur les sculptures de Degas, par exemple. Très compliqué
à mettre en œuvre. Et là, cette année, vous savez que Beaubourg fête son 40e anniversaire, et Beaubourg a choisi 40 institutions en France et à l'étranger dans lesquelles elle va développer un projet avec ses collections. Et donc, la piscine a été choisie parmi ces 40 lieux. On aura au printemps une exposition sur la question de la couleur, notamment les inventions de la couleur pour l'industrie dans les années 70 et 80. Vous coopérez énormément avec les autres musées et institutions. Je pense au Louvre-Lens, au musée ou à la Villa Capois récente, de toutes ces institutions. Alors régionalement, on est dans une région qui a une densité de musées extraordinaire. On ne peut pas faire 20 km dans le nord, Pas-de-Calais. Maintenant la Picardie s'y rajoute, mais en tout cas sur ce qui était notre région initiale, c'est-à-dire le Nord-Pas-de-Calais, sont tombés sur un musée d'importance au moins nationale. Donc depuis longtemps, les années 50, les conservateurs des musées de la région sont organisés en associations extrêmement vivantes et on fait beaucoup de projets de mise en réseau des collections. Donc il y en a eu sur la photographie, sur la peinture ancienne. Ça a été la première région à faire une grande exposition sur ces fonds de sculpture du 19e siècle, bien avant l'ouverture d'Orsay par exemple. Et on continue à avoir ce travail de mise en réseau. Après, plus largement, aujourd'hui, pour des musées de la taille comme le nôtre, avec des moyens financiers limités, monter des expositions en coproduction, c'est quand même partager les frais par deux, enfin une partie des frais, et c'est pas négligeable. Voilà. Par exemple, la prochaine exposition du musée qui est consacrée à un artiste peu connu ici, qui est Georges d'Aurignac, qui est un artiste bordelais, un merveilleux dessinateur du début du XXe siècle. C'est une exposition qu'on fait en coproduction avec le musée des Beaux-Arts de Bordeaux, avec lequel on a déjà travaillé 2 fois. Quand le musée, en plus à l'autre bout de la France, on ne se vole pas les publics, c'est très bien. En plus, ces musées du Sud, généralement, ont envie d'avoir une belle expo l'été pour les touristes, et nous, on préfère avoir une belle expo d'hiver pour la population du Nord. Donc, tout ça s'entend très très bien. Et puis, certaines coproductions peuvent se faire même à l'étranger. La deuxième exposition Chagall que le musée a organisée a ensuite été reprise par le musée de Dallas aux États-Unis. Celle qu'on a fait l'année dernière sur Dallas, pour Chagall et la musique, est reprise par Montréal et Los Angeles. Donc ça peut être aussi des partenariats prestigieux à l'étranger. Bravo. Vraiment. Merci beaucoup Bruno Guedichon.